Bien, bonjour à tous et toutes. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle séance. Cette séance va poursuivre notre regard sur la compréhension du texte. Mais avant toute chose, une petite question. Je vous ai dit que nous commencerions chacun de nos cours par une petite question de réflexion. Alors, voici une petite phrase. En rentrant, il observe les enfants jouant dans la cour, virgule, recouverte de neige. Ouais, plus submergé de neige. Dans cette phrase-là, quelle est la valeur du participe? Dans cette phrase-là, quelle est la valeur des participes? Et dans celle-ci, la valeur des infinitifs. En rentrant, il observe les enfants jouant dans la cour submergée de neige. Pour finir, il voit les feuilles tomber dans la cour et croit voir une ombre. Les deux phrases n'ont rien à voir l'une avec elles n'ont pas de sens particulièrement, c'est juste pour qu'il y ait des participes dans l'une et des infinitifs dans l'autre. Donc la valeur, je vous rappelle qu'on appelle valeur l'usage. Pourquoi y a-t-il des participes là-dedans? Et pourquoi y a-t-il dans cette seconde phrase des infinitifs? Eh bien parce que les participes servent dans un certain nombre de situations et les infinitifs dans une autre. Nous avons vu que, par exemple, les valeurs du présent, c'était par exemple dire une habitude. Le lundi, je vais à la piscine. On n'est pas lundi, ce n'est pas maintenant, mais le lundi, je vais à la piscine, une habitude. C'est de dire une vérité scientifique. La Terre tourne autour du Soleil. C'est maintenant, effectivement, elle tourne en ce moment même, mais ce n'est pas une nouveauté par rapport à avant ou après, c'est une vérité globale. L'eau bout à 100 degrés, là, je n'ai pas d'eau sur moi, je n'ai pas de feu. En soi, l'eau bout à 100 degrés, c'est une vérité scientifique. Il y a un présent de description. Je porte un pantalon marron. Elle croise ses mains sur les genoux. On utilise le présent pour faire une description. On utilise le présent pour dire l'action présente. Le soleil est en train de percer les nuages. Maintenant, c'est tout de suite. Et puis, il y a un présent de narration. Je n'ai peut-être pas assez insisté sur la différence dernièrement entre le présent d'action présente et le présent de narration. Le présent qui dit l'action présente, c'est dans la situation d'énonciation immédiate. Le présent de narration, il est un peu différent, c'est celui qui raconte une histoire. Ce matin, je me lève, je fais chauffer le café, j'allume la télévision, et qu'est-ce que j'apprends? Tout le week-end, il pleuvra. Et tous les premiers présents racontent une histoire qui n'est pas maintenant, qui était ce matin, mais je la raconte au présent. Donc il y a un présent de narration qui est un petit peu différent du présent qui dit ce que je fais maintenant. Donc ça, c'est la valeur des temps. C'est très important la valeur des temps parce que cela explique
pourquoi à tel moment, quand on fabrique du langage, fabrique de la phrase, on utilise tel ou tel temps ou mode. Donc ici, il y a des participes dans celle-ci, il y a des infinitifs dans celle-là. Pourquoi les utilise-t-on? Alors, on fait comme la semaine dernière, je vous laisse 5 minutes, il est 8h09. Vous avez jusqu'à 14 pour essayer de construire un discours, c'est-à-dire de trouver une réponse. Une petite minute.
Donc, où sont-ils les infinitifs? Ils sont évidemment ici, ici et ici. Quand les participes sont ici, ici et ici. Les phrases sont à peu près construites de la même façon l'une à l'autre. Alors peut-être le plus simple, c'est les infinitifs. L'infinitif, c'est le mode dont on se sert lorsque l'on souhaite classer dans un ordre alphabétique ou autre les verbes. Quand on parle des verbes, on les utilise dans ce mode infinitif, comme par exemple en anglais, on les utilise avec le to devant. To go, to think, to walk, bon, etc. Le to marque le fait que c'est un infinitif. Et en français, eh bien, nous nous servons évidemment dans le dictionnaire des infinitifs, mais pas que, pas que. Les infinitifs, ça sert dans un certain nombre de situations. Alors, quelles situations? Ah, je vois qu'on apprend mes cours avec acharnement. Bon, ben, ça sert à fabriquer des compléments d'objets directs. Quand je veux un verbe complément d'objet direct, je ne le mets pas au participe, mais je le mets, on ne dira pas je veux couru ou je veux cousu, je veux coudre, je veux courir. Donc, quand on a un COD qui répond à la question quoi, eh bien, on utilise l'infinitif. Il croit quoi? Voir, c'est un COD. On utilise les infinitifs quand on a besoin de fabriquer avec le verbe un COD. Quand on a besoin de fabriquer un groupe prépositionnel, à, de, par, pour, avec, au-dessus, en dessous, loin de, près de. Après une préposition, ce qu'on utilise comme forme verbale, ben, ce n'est pas du participe non plus. On ne dira pas afin de couru, j'ai mis mes baskets. Non, on dira afin de courir, j'ai mis mes baskets. Donc, pour finir, où qu'il soit, ce groupe prépositionnel dans la phrase, si la préposition est suivie d'un verbe, elle est à l'infinitif. Une histoire a pas mouru de peur, mais a mourir de peur. Mourir, pourquoi l'infinitif? Parce que c'est un groupe prépositionnel. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle est circonstancielle, qu'elle est expansion du nom, comme ici. Non, c'est la préposition qui commande le fait que c'est un infinitif derrière. Donc, fabriquer des COD, fabriquer des groupes prépositionnels, quelle que soit leur fonction, et puis enfin fabriquer des propositions subordonnées infinitives. Il y a là un verbe, il y a là un sujet, qui est-ce qui tourne? C'est les feuilles. C'est une proposition subordonnée infinitive, elle a un sujet, elle a un verbe. Le verbe est un infinitif puisque c'est une subordonnée infinitive. Alors si maintenant je regarde du côté des participes, eh bien, ce n'est pas tout à fait... Oui. Dans un cours, vous avez dit que l'infinitif, il pouvait avoir valeur de nom et de verbe. Oui. Est-ce que j'ai écrit des bêtises ou est-ce que c'est le cas? Pas du tout. Pas du tout. Si je dis par exemple, il m'a offert le boire et le manger, eh bien, boire et manger sont précédés, vous voyez, d'un déterminant et on a une valeur qui est une valeur de nom. Alors, quand on sort d'expressions un peu typiques comme ça, c'est parfois des fautes de français. Hein, qu'est-ce qu'on a pour le manger ce soir? Ouais, non. Qu'est-ce qu'on a comme repas ce soir? Qu'est-ce qu'on a à manger ce soir? Mais enfin bon, le manger, le boire, les enfants disent ça, c'est plutôt une faute de français. Mais il arrive que ce soit effectivement possible de transformer un verbe en nom, avec un déterminant comme tous les noms. Et puis, sinon, le verbe, l'infinitif, il a une valeur de verbe. Hein, ici, il joue un rôle de verbe.
euh, à chaque fois. Il peut avoir une valeur de sujet aussi, oui. Non, alors il a valeur nominale et il a aussi valeur de sujet. Une phrase que je vous avais dit qui est un peu idiote, courir fait maigrir. Courir, c'est un verbe, faire, c'est un verbe, maigrir, c'est un verbe, mais celui-ci, bah, il a une valeur véritablement verbale, sa fonction, c'est d'être le verbe noyau de la phrase. Quand celui-ci sera un verbe dont la fonction est d'être complément d'objet direct, il fait quoi? Maigrir, et puis qu'est-ce qui fait maigrir? Courir. Courir, c'est un verbe, mais il aura une fonction de sujet. Voilà, là on a à peu près tout. Valeur de sujet, valeur de COD, valeur de nom, valeur groupe prépositionnel, valeur, proposition infinitive. Si je regarde du côté des participes, les choses ne sont pas plus nombreuses à retenir, elles sont un peu différentes. Le participe, il fabrique tout d'abord une petite formule qui est en plus participe présent, en plus participe présent, qu'on appelle un gérondif. Certaines grammaires, d'ailleurs, considèrent que c'est un mode du verbe, le gérondif. Donc, dans les modes, il y aurait indicatif, impératif, infinitif, subjonctif, conditionnel, participe, et puis un septième qui serait le gérondif. Bon, c'est complexifié un petit peu pour pas grand-chose. Quand on a un participe présent et qu'il est précédé de en, eh bien, il fabrique une petite formule qu'on appelle un gérondif. En rentrant chez moi, j'ai croisé mes mains. En descendant l'escalier, j'ai glissé. En remettant de l'huile, j'ai fait brûler le repas, bon, etc. En plus, participe présent, sa valeur, c'est d'être un gérondif, une forme un petit peu particulière, qui nous vient du latin. Qui nous vient du latin. Alors, je vais développer peut-être. Quelqu'un a fait du latin, fût-ce, oui. Cette notion de gérondif, comme cette notion de proposition infinitive dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment un héritage très direct du latin. Le gérondif est encore très courant quand la proposition infinitive ne l'est plus trop. On a une... Ah, donc ça sèche. Des traces sur le tableau. Homerus, dicitur, caecum. Oui, c'est une phrase qu'on apprend par cœur parce que c'est un modèle grammatical. Homère est réputé et dit avoir été, fouissé, aveugle. Et ceci, c'est une proposition infinitive en latin, et elle a une particularité, c'est qu'elle a la marque du complément d'objet direct. Elle est la marque de ce qu'on appelle l'accusatif en latin, elle est COD. Et ça a donné directement les propositions infinitives que nous avons, nous, il voit une ombre arriver. Il voit quoi? Une ombre arriver. Elle est aussi complément d'objet direct, on dit qu'elle est complétive, cette proposition infinitive. Donc c'est un héritage, tant le gérondif, mais j'en parlerai peut-être un autre jour sur l'héritage latin, que la proposition infinitive, c'est vraiment des héritages que l'on a conservés du latin. Ça s'est développé de manière un peu savante, c'est-à-dire que c'est des règles de grammaire qu'on a rajoutées dans la langue française pour imiter le latin. C'est quand même plus trop d'un usage courant, la proposition infinitive. Bon, enfin bref, le gérondif, c'est en plus quelque chose. Ensuite, nous avons le même principe que pour l'infinitif, justement, les propositions participiales. Il observe les enfants vont jouer
le verbe, les enfants, le sujet, c'est une proposition, et le verbe étant au participe, c'est une proposition participiale. Et puis, une autre valeur, c'est l'équivalent d'une proposition relative. Et je vous avais expliqué ça, c'est que les participes, ils peuvent remplacer des expansions du nom qui est submergé par la neige. Qui est submergé par la neige, submergé par la neige, on dira que ce participe-là, il fabrique une petite proposition qui remplace une proposition infinitive. Oui. Non. Vous voyez, par exemple, ici, elle ne l'est pas. Parce qu'elle est justement complément du verbe. Oui, je ne peux pas séparer le verbe de ce COD. Je vois, virgule, le jardin. Non, ça, c'est pas possible. Le COD et le verbe ne peuvent pas être séparés par une virgule. Donc, c'est la même chose ici. La proposition participiale, elle n'est pas séparée par une virgule. Elle peut l'être si elle est, par exemple, circonstancielle. Je vais rajouter un autre morceau. En rentrant, il observe les enfants jouant dans la cour submergés par la neige, virgule, le temps s'étant détérioré. Le temps s'étant détérioré, étant participe, donc ça nous fait une proposition aussi participiale, un sujet, un verbe. Et là, les circonstancielles, on a tendance à les isoler au début ou à la fin. Donc là, nous en avons une de proposition participiale, nous en avons une autre ici, à cause du participe, et puis nous en avons une autre ici qui remplace une proposition relative. Elle peut se remplacer par qui est submergé. Oui, celle-ci, elle ne peut pas se remplacer par qui s'étant détérioré. La cour submergée de neige, le temps qui s'étant détérioré, ça ne voudrait rien dire. Celle-ci, elle se remplace par une subordonnée, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a comme valeur? On a gérondif, on a proposition participiale, on a expansion du nom. Quand le participe passé en particulier est utilisé comme adjectif, la mer démontée est non navigable. Démontée, c'est un adjectif, c'est un verbe utilisé comme adjectif. Il s'accorde en genre en nombre avec mer. On dira que c'est l'équivalent d'un adjectif, on dira que c'est une extension du nom. Oui. Oui. Non, il observe. C'est juste qu'il observe. La principale, c'est qu'il observe. Les enfants jouant dans la cour, c'est une subordonnée. Submergé de neige, c'en est une autre. Et le temps s'étant détérioré, c'en est encore une autre. Rappelez-vous qu'une principale peut commander tout un ensemble de subordonnées. C'est le cas ici. Il observe une autre, encore une autre subordonnée. Donc, gérondif, proposition participiale, expansion du nom, on remplace une proposition relative. C'est les grands usages du participe. Bon, allez, c'est tout pour la grammaire. Je ferai des petits points, j'ai dit maintenant à chacun de mes cours pour essayer de remettre des informations là où il faut. Si vous regardez sur Moodle, j'ai rajouté 3 fichiers sur Moodle. J'ai rajouté 3 fichiers dans les cours antérieurs.
j'ai rajouté un petit PowerPoint qui s'appelle les déterminants, qui fait une dizaine de diapositives, tout ce qu'il faut savoir sur les déterminants. Qu'est-ce qu'ils sont, comment ils se classent, et puis pourquoi ils sont présents ou pourquoi ils sont absents dans le groupe nominal. J'ai fait un petit PowerPoint sur les prépositions, justement, à, dans, par, pour, et en particulier comment on distingue deux déterminants de la farine de deux prépositions, le château de ma mère. Et puis j'ai fait un troisième justement sur le groupe nominal et les expansions. Et puis de semaine en semaine, je vais rajouter des petits PowerPoint au fur et à mesure que je les ferai, qui compléteront un petit peu. Il y a le cours, mais il y a aussi cette petite version ramassée et condensée. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ce matin? Nous allons continuer sur notre lancée, sur la compréhension, encore 2 cours, aujourd'hui et la semaine prochaine sur cette question-là, sur la compréhension en lecture, avec un axe très particulier qui sera la fin de la dissertation pour aujourd'hui, et puis la réalisation de séances et de séquences à partir d'albums. L'utilisation d'albums, c'est le grand sujet de l'année prochaine, mais une partie de cette année. Donc, nous étions en train de parler de compréhension et, pour rappeler le plan, il avait tout d'abord un schéma qui montrait que pour analyser un texte, on peut s'appuyer sur son époque, sur sa structure, sur son auteur, on peut s'appuyer sur les textes dont il s'inspire. Le petit chaperon vert, ça s'inspire évidemment du petit chaperon rouge. Et puis, nous étions engagés dans une analyse d'un texte d'Umberto Eco qui essayait d'expliquer ce qu'était la compréhension d'un texte et en particulier la part du lecteur. La part du lecteur. Donc, c'était une dissertation, donc on va la compléter, cette analyse de texte, comme une dissertation. Et puis, en deuxième temps, nous aurons une partie sur album. Et sur cette partie album, nous allons commencer donc aujourd'hui. Nous aurons 2 grands temps. Le premier temps est la réflexion sur les enjeux d'un album et un deuxième temps sur la construction de séance. Donc ça, c'est fait et on est là. Il nous reste à faire. Umberto Eco. J'en ai encore quelques-uns pour les étourdis qui l'auraient oublié. Ça l'étourdi, félicitations. Donc, ce que nous allons... Ah, très bien. Je ne doutais pas que vous auriez ce qu'il faut. On va cela et allumer la chose. Ah, tout de même. Attendez, c'est mieux, il est un peu plié. Les choses sont un peu pliées. La différence d'évocation. La question que je pose dans ce texte-là, c'est comment aussi on fait une dissertation. Rappelez-vous que vous n'avez pas spécialement, lors de précédents concours blancs, brillé en dissertation et qu'il serait bon peut-être que vous vous déchaîniez un peu plus pour en faire quelques-unes de ces dissertations pour améliorer un petit peu votre maîtrise du genre. Ce qui m'intéresse, ce que je vais noter ici, c'est des grandes idées qui nous permettront de construire la dissertation. Le sujet, c'est donc voilà, c'est comment on doit procéder quand on fait une dissertation. Comment se fait la compréhension? Comment se fait la compréhension? Nous avons un début que j'avais commencé à lire et puis une fin que j'avais laissée encore vierge. Un texte, donc nous dit Umberto Eco, pour remettre tout le monde en phase, tel qu'il apparaît dans sa surface, dans son apparence, dans sa manifestation linguistique, représente une chaîne d'artifices expressifs qui doivent être articulés par le destinataire. Et j'avais donné donc une première information, c'est que la compréhension, elle se fait en interprétant la chaîne
c'est-à-dire la suite d'artifices, c'est-à-dire de référents expressifs, c'est-à-dire sémantiques. Autrement expliqué, c'est une suite de mots arbitraires de la langue que vous devez comprendre. Puisque dans ce livre, nous avons décidé de nous occuper uniquement de textes écrits, progressivement, nous restreindrons au texte narratif. Donc, vous vous rappelez que nous avions commencé ce parcours sur la compréhension sur qu'est-ce qu'un récit. Nous avions étudié un petit texte qui montrait qu'un enfant, quand il accède davantage au langage d'évocation, il passe d'une situation où il ne peut pas construire le récit parce qu'il n'a pas la temporalisation, il ne sait pas l'avant, l'après, donc il met toutes les informations comme ça. L'enfant, il se réveille, mais pourquoi il se réveille? Et puis il tire et il dit va-t'en. Puis quand il maîtrise le temps, il fait un récit qui est beaucoup plus construit. Et nous avions vu quels étaient les critères du récit. Nous y reviendrons très souvent l'année prochaine sur ce récit, parce que c'est le grand enjeu du cycle 3, c'est l'écriture du récit. La compréhension du récit en cycle 1 et l'entrée dans l'écriture et l'écriture en cycle 2. L'analyse en cycle 2, l'écriture en cycle 3 du récit. Progressivement, donc, des textes narratifs, nous parlerons désormais de lecteurs au lieu d'auteur, de destinataires, et nous parlerons d'auteurs au lieu d'émetteurs. Et là, j'avais dit que nous avions le langage, le vocabulaire de la communication. On a destinataire, émetteur, et plus loin, on aura message. Qu'est-ce que c'est que faire un acte de compréhension? Eh bien, c'est entrer dans un acte de communication avec l'auteur. Interagir dans un acte de communication avec l'auteur. J'avais dit lors de mon précédent cours sur Jacobson que pour qu'il y ait communication, il faut être deux. Les deux ne sont pas forcément synchrones. Quand vous laissez un message sur un répondeur téléphonique, eh bien le message, la communication, l'information arrivera quand le récepteur écoutera le message. Avec un texte, on a un producteur, quel qu'il soit en temps. J'avais parlé par exemple des hiéroglyphes sur les temples égyptiens. C'est un message et il n'y paraît un émetteur. L'émetteur, il est mort il y a 3000 ans, mais il n'empêche qu'on peut le recevoir aujourd'hui. Ainsi, un texte, d'une façon plus manifeste que tout autre message, requiert des mouvements coopératifs, actifs et conscients de la part du lecteur. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la compréhension? Eh bien, il y a un rôle actif et volontaire, pour changer le mot conscient, actif et volontaire, du lecteur. Si le lecteur ne souhaite pas entrer dans l'acte de communication, la communication n'aura pas lieu. Et il nous donne donc un exemple à partir d'une phrase qu'il a fabriquée, qui était « Jean entra dans la pièce, tu es revenu alors », s'exclama Marie radieuse. Et dans ce long paragraphe que nous avons là, il va nous expliquer tout un ensemble de phénomènes qui ne l'intéressent pas forcément, mais qui sont des phénomènes linguistiques que nous allons construire. Par exemple, tu es revenu, on suppose qu'ils sont deux, donc l'un tue à l'autre. De même, le entra dans la pièce, et on suppose que c'est une pièce connue de l'un et de l'autre. Il est évident, donc, nous dit Umberto Eco, que le lecteur doit en actualiser le contenu à travers une série complexe de mouvements coopératifs. Nous négligeons pour l'instant l'actualisation des coréférences, c'est-à-dire que le lecteur doit établir que le tu, dans l'emploi de la deuxième personne du singulier du verbe être, se réfère à Jean. Mais déjà, cette coréférence est rendue possible par une règle de conversation, selon laquelle le lecteur admet qu'en l'absence d'éclaircissement alternatif, étant donné la présence de deux personnages, celui qui parle s'adresse nécessairement à l'autre. Bon, que fait le lecteur?
le lecteur, il construit l'espace et les personnages. Imaginez que l'un est le tu, l'autre est le je, alternativement, et puis il va construire l'espace dans lequel cela se tient. Ce sera la phrase suivante. Règle de conversation qui se greffe sur une autre décision d'interprétation. Une extension effectuée par le lecteur. Il a décidé à partir du texte qui lui est donné, administré, qu'il doit déterminer une portion du monde habité par deux individus, Jean et Marie, dotés de la propriété d'être dans la même pièce. Le fait qu'ils soient dans la même pièce est déterminé par une autre inférence, donc déduction, née de l'emploi de l'article « là ». Il l'appelle article déterminatif. La traduction est un peu mauvaise. C'est un italien, Umberto Eco. C'est pas lui qui a traduit son texte, mais là, c'est un article défini. Article défini, ça aurait été plus clair que article déterminatif. Mais bon, on parle bien d'une seule et même pièce. Donc le lecteur, il construit d'abord le temps et l'espace. L'espace, en tout cas, et les personnages. Si on regarde d'ailleurs comment les écrivains proposent leurs personnages, on a tout un ensemble de caractéristiques fort limitées. Si vous regardez les Trois Mousquetaires, par exemple, avec le personnage principal d'Artagnan, qu'est-ce qu'on sait d'Artagnan? On sait qu'il a un chapeau à plumes, bon, ce n'est pas très indicatif. On sait qu'il a le regard dur. Qu'est-ce que c'est qu'un regard dur? Voilà, chacun interprétera. Et qu'il a le nez un peu crochu. Quoi d'autre? Ben, rien d'autre. Un personnage, il est fabriqué avec 3, 4, 5 caractéristiques. Et il faut que ces 5 caractéristiques s'accrochent suffisamment dans l'imaginaire des personnages, des lecteurs, pour qu'on construise le reste. À partir de quoi on construit? Eh bien, on construit à partir de leur nom, à partir du contexte. Si je vous dis d'Artagnan, ben, vous allez le voir avec une épée, vous allez le voir à cheval plutôt qu'en avion, vous allez le voir plutôt dans une auberge que dans un building, et puis vous allez le voir plutôt en France plutôt qu'à New York. Voilà, le nom renvoie à un ensemble d'éléments culturels. Si vous êtes adepte des réseaux sociaux, parfois on voit passer sur des réseaux sociaux des créations par l'intelligence artificielle d'images modernisées des personnages. On vous dit, voilà à quoi ressemblerait Jules César aujourd'hui. Donc on a demandé à ces ordinateurs, à partir des statues que l'on possède de Jules César, de Cléopâtre, de Isaac Newton, de les proposer dans un environnement qui serait un environnement actuel. Donc, ils sont en jean, ils sont en cravate, ils sont en costume, ils sont... Bon, l'IA les fabrique tels qu'ils seraient de nos jours, avec un visage qui ressemble à un visage humain et non pas une statue. Ben, voilà, nous, à partir de l'épisode de la structure, de la phrase que l'on nous donne, on fabrique, nous aussi, la structure autour. Si je vous dis César rentra dans la pièce, tu es revenu alors, s'exclama Cléopâtre radieuse, vous allez me fabriquer l'Égypte ou Rome, et non pas Belfort ou Mulhouse. Bien que César soit passé par Belfort ou Mulhouse, mais ça c'est une autre affaire. Peut-être pas avec Cléopâtre. Donc on fabrique, le lecteur fabrique, construit l'espace et les personnages. Reste à se demander si le lecteur juge opportun d'identifier Jean et Marie au moyen d'indices et de références comme des entités du monde extérieur qu'il connaît à partir d'expériences précédentes, partagées avec l'auteur, si l'auteur se réfère à des individus inconnus du lecteur, ou si la portion de texte numéro 9 doit être reliée à des portions antérieures ou précédentes, antérieures ou successives, où ils seront interprétés par des descriptions différentes. Là, il pose une question, il pose une triple question, en fait, c'est a-t-on besoin de les connaître en vrai,
Et est-ce que vous avez absolument besoin de connaître un Jean et une Marie pour pouvoir comprendre cette portion? Jean entra dans la pièce, Marie dit. Ben, la réponse, c'est non. Est-ce important de ne pas les connaître? C'est le deuxième morceau de la phrase. Si l'auteur se réfère à des individus inconnus du lecteur. Et puis, 3, a-t-on besoin de description avant ou après pour comprendre la phrase? Et à ces 3 questions, la réponse, c'est non. C'est non. Oui, que dans la phrase « Jean entra dans la pièce, tu es revenu », on comprend des choses, même si Jean et Marie n'existent pas en vrai, même si l'auteur, lui, les connaissait, mais que nous ne les connaissions pas, et on n'a pas besoin, on va mettre de description avec un S, de description antérieure ou postérieure pour comprendre la phrase. Donc une phrase comme ça, isolée, sans contexte, sans relation au réel, sans qu'on puisse se référer à la vie de l'auteur pour pouvoir y mettre du sens, elle se comprend quand même un petit peu. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse pour l'instant. Donc ça, il néglige, on nous donne quand même de l'info, mais il néglige. Même si nous négligeons tous ces problèmes, il n'en demeure pas moins d'autres mouvements coopératifs. Donc le lecteur construit l'espace et les personnages, et il ne se contente pas de cela. En premier lieu, le lecteur doit actualiser sa propre encyclopédie de façon à comprendre que l'emploi du verbe « revenir » suppose d'une manière quelconque que le sujet s'était éloigné. Alors ça m'amène au fonctionnement du langage, cette petite affaire. Comment ça se fait que vous comprenez ce que je dis moi? Et comment ça se fait que vous comprenez entre vous? Et comment ça se fait que moi, je vous comprends quand vous parlez? Eh bien, parce que nous avons justement une encyclopédie. Nous avons une encyclopédie, nous avons dans la mémoire, dans la zone du cerveau qui stocke la mémoire, nous avons acquis des informations dans lesquelles le cerveau va puiser pour les mettre en relation avec ce que vous entendez. Je vous rappelle que la voix fait une onde, elle fluctue, elle s'échappe de mes poumons, elle passe par ma gorge, elle passe par ma voix, par ma bouche, elle se dirige vers vous et elle va faire vibrer la petite membrane que vous avez dans l'oreille qu'on appelle le tympan. Et ce tympan est en relation avec une petite zone juste à côté qui est la zone qu'on appelle de Wernicke avec un W, WCK. Et cette zone de Wernicke, elle va interpréter ces ondes sonores en puisant dans la mémoire. Il y a une sorte d'objet que va saisir cette zone de Wernicke, et cet objet va être comparé à ce qui se trouve dans la mémoire. Voilà pourquoi, quand on vous parle d'une langue étrangère, vous saisissez les mots, le cerveau puise dans la mémoire et ne trouve rien. Donc vous ne comprenez pas. Et puis quand on vous donne un mot français que vous ne connaissez pas non plus, et il cherche et il ne trouve rien. D'où l'enjeu de l'école, c'est de fabriquer un lexique, un vocabulaire, de faire inscrire dans la mémoire tout un ensemble de mots qui permettront justement à l'enfant de comprendre en toutes circonstances un certain nombre de sens. Donc, a-t-on besoin de description? Ça, c'était une affaire. Une autre affaire, c'est que le lecteur puise dans sa mémoire, ce qu'il appelle son encyclopédie, pour interpréter les mots de type venir, revenir. Et ça, c'est de l'acquis. Hein. C'est-à-dire que vous ayez appris que, en général, quand il y a un A, un préfixe A, ça inverse, normal, anormal, la patrie, apatride,
qui n'a pas de patrie, qui n'a pas de nationalité. Ben ça, c'est pas du tout naturel. Vous l'avez appris en même temps que vous avez appris à parler, vous avez appris les mots, mais vous avez appris aussi le sens. L'école, elle apprend les mots, mais elle apprend aussi le sens des mots. Donc, venir et revenir, ben, il y en a un qui part et puis il y en a un qui fait l'inverse de partir. En second lieu, il est demandé au lecteur, en second lieu, il est demandé au lecteur, j'ai perdu la ligne, un travail inférentiel. Donc une inférence, je vous rappelle ce que c'est une déduction. C'est une déduction entre un élément 1 et un élément 2. Un travail de déduction pour tirer de l'emploi de la conjonction adversative alors la conclusion que Marie ne s'attendait pas à ce retour et de l'adjectif radieuse, la certitude qu'elle le désirait ardemment. Donc il interprète les mots, le lecteur donne du sens, induit au mot du texte, il donne un sens qui est certes le sens en soi, mais il donne aussi un sens contextuel. Le sens de radieux, ça veut dire c'est qui brille. On connaît radus là-dedans, qui désigne les rayons du soleil. Donc, qui brille, mais en l'occurrence, dans le contexte, ça veut dire qu'il est contente. Vous vous rappelez que dans l'analyse du vocabulaire, on distingue ces deux temps en général, le sens à la fois, et puis le sens dans le contexte. Donc nous, on comprend ce que ça veut dire radieux. Radieux, ça veut dire qui brille, mais on l'interprète en relation avec le contexte. Elle est donc contente. Donc le lecteur donne du sens induit, contextuel au mot. Conséquence de quoi? Le texte est donc un tissu, pièce de tissu, c'est comme un drap ou une nappe, mais avec des trous partout. Et le lecteur, il va combler les trous. Le texte est donc un tissu d'espace blanc, d'interstices à remplir, et celui qui l'a émis prévoyait qu'il serait rempli et les a laissés volontairement libres pour deux raisons. Le lecteur comble les vides du texte. C'est ce qui a fait connaître Umberto Eco dans les années 1960. C'est son premier texte, 1965, qui s'appelle L'œuvre ouverte. Qu'est-ce que ça voulait dire ouverte? C'était ouverte à l'interprétation du lecteur, ouverte à une part du lecteur. Et près de, puisqu'on est en 93, 65, 93, 40 ans plus tard, il remet le couvert, en quelque sorte, 30 ans plus tard, il remet le couvert avec ce lector in fabula, auquel il complète ce qu'il avait dit 30 ans auparavant. Le texte est donc plein de trous que le lecteur doit combler. Et l'auteur le fait volontairement. L'auteur laisse volontairement des trous dans son texte. Et là, il va développer trois raisons, enfin plusieurs raisons, qui fait que les textes ont des trous ou n'ont pas de trous. D'abord, un texte est un mécanisme paresseux ou économique qui vit sur la plus-value de sens qui est introduite par le destinataire. Bien, première raison, le texte est par définition lacunaire. Alors, je vais vous donner un exemple idiot
de texte qui ne serait pas lacunaire. Et imaginons que vous deviez décrire ma personne, donc plutôt beau gars, hein, vous commencerez avec et qui se rend ici. Ben, un texte normalement écrit dira, partant d'un mur, il se rendit vers l'autre, ou il partit de la table pour aller à la chaise, ou il traversa la pièce de gauche à droite. Ça, c'est ce que ferait un texte normal. Mais un texte qui voudrait tout dire commencerait par tout simplement, il leva la jambe droite, tendit la jambe droite, bascula son poids sur la jambe droite, leva la jambe gauche, avança la jambe gauche, bon, et puis comme ça pendant 5 pas. Évidemment, c'est illisible. C'est illisible. Il mit la main dans sa poche, sortit ses clés, mit les clés dans la serrure, fit un quart de tour, retira ses clés, remit les clés dans sa poche, tendit la main, appuya sur la poignée, bascula son poids sur la poignée, avança d'un pas, poussa la porte. Bon, il rentre chez lui, quoi. Et quand on ne va pas décrire action millimètre par millimètre, le texte, il est paresseux. Le texte, Umberto Eco, il est par définition lacunaire. Vous comprenez bien, par exemple, si je dis il rentre chez lui, il gare sa voiture, allume la télévision, et entre garer la voiture et allumer la télévision, bien peut-être qu'il est sorti de sa voiture, qu'il a ouvert la porte de chez lui, qu'il est entré chez lui, qu'il a ôté son manteau, qu'il a, etc. Oui. Ça veut dire qu'il est plein d'éléments non dits, il est plein de trous, il est plein d'éléments laissés sous silence, passés sous silence, parce que de toute façon, le lecteur les construira. Je vous donne un autre exemple que vous comprendrez plus aisément. On dort 8 heures par jour. Vous qui passez un concours, vous dormez moins parce que vous passez vos nuits à travailler, ça je sais. Mais moi qui n'ai plus de concours à passer, je dors au moins 8 heures par jour. Donc on dort 8 heures par jour. Vous prenez un roman, il fait 300 pages. Il n'y a pas 100 pages au cours desquelles vous allez décrire le personnage qui dort. Sur 100 pages, alors il met la tête sur l'oreiller, il se retourne sur le dos, il se remet sur le côté gauche, il passe la main sous l'oreiller, non, enfin 100 pages. On se doute qu'il dort, on se doute qu'il mange, on se doute qu'il se lave. Est-ce que vous connaissez un texte dans lequel le personnage principal, qui peut vivre 30 ans, se lave? Il n'y en a quasi aucun. Mais pourtant, on sait qu'ils le font. Enfin, on se doute qu'ils le font. Mais le texte ne parle pas de ça. Le texte laisse tout ça sous silence parce qu'on sait que le lecteur, il fabriquera les épisodes manquants. Donc, un texte, par définition, il est plein de vide parce que c'est le principe de la littérature de laisser une grande place au lecteur. Mais Umberto Eco va nous donner là-dessus 3 exceptions qui nous intéressent en termes d'éducation. Sauf, un texte est par définition lacunaire, sauf 3 types de textes qui le sont moins. Ce n'est que dans des cas d'extrême pinaillerie. Qu'est-ce que ça veut dire pinailler? On se le demande. D'extrême préoccupation didactique ou d'extrême répression que le texte se complique de redondance et de spécifications ultérieures jusqu'au cas limite où sont violées les règles conversationnelles normales. Donc un texte, il est économique, il est lacunaire, sauf dans quelques cas où le texte n'est pas lacunaire et il dit absolument tout ce qu'on doit comprendre. Et il cite 3 types de textes qui ne sont pas lacunaires. Les textes qui sont donc pinailleurs, didactiques et répressifs. Pinailleurs, didactiques et répressifs. Oui.
Vous n'avez pas le texte? P-I-N-A, sauf texte. Fait des pinailleries. Alors, d'ailleurs, est-ce que c'est pinaillerie, pinaillerier, il l'a pas tel quel, pinailleur, alors on va le mettre comme ça. Ça veut dire quoi, pinailler? Il est? Oui, ça peut vouloir dire ça. Ça veut dire qu'il coupe un peu les cheveux en quatre, pinailler. Hein, quand on vous sert des bons épinards bien cuits, bien à manger, et puis que vous n'en voulez pas, vous tourner votre fourchette 50 fois dedans et faire des toutes petites bouchées, puis pour que ça avance pas beaucoup, vous allez, bref, vous allez jouer avec, vous allez essayer d'éviter le maximum de manger, vous allez chipoter. Pinailler, c'est aussi trouver toutes sortes d'arguments pour ne pas faire ce qu'on vous demande. Chipoter, ce serait un ensemble, trouver des tas d'arguments pour ne pas faire avancer. Donc, qu'est-ce que ce serait dans le sens ici, un texte qui veut absolument pinailler et être proche de la réalité? Ben, on a découvert, c'est un texte donc qui voudrait absolument tout dire. Ben, on a des exemples en littérature de cela, c'est par exemple les textes, les romans, on va mettre romans naturalistes. L'auteur, il veut absolument être absolument proche du réel. Il veut absolument tout décrire dans le réel. Il veut absolument dire tout et tout. On a par exemple un roman des frères Goncourt dans lequel il y a une invitation à manger et il y a 4 pages complètes qui décrivent la table. Il y a tant de couverts, ils sont disposés comme ceci, il y a un verre ici, un deuxième verre là, les assiettes sont dorées comme ceci, comme ça. Dans 4 pages, on vous décrit la table. Bon. On veut être au plus près du réel. Donc la littérature réaliste en général, elle essaie d'être moins lacunaire parce qu'on veut décrire le réel. Donc on veut être très précis sur le réel, on veut être très proche du réel. Deuxième type de texte qui est moins lacunaire, c'est ceux qui ont des préoccupations didactiques. Alors qu'est-ce que ça peut désigner? Ben, ça désigne la littérature de jeunesse. La littérature de jeunesse, comme ça s'adresse à un public très particulier, eh bien, ça essaye justement de limiter au maximum ce qui est déduit, ce qui est induit. Ça essaye au maximum d'éliminer l'implicite. L'implicite, c'est ce qui n'est pas dit. Donc, comme les enfants apprennent à lire, ils ne savent pas interpréter de manière complexe la langue. Donc la littérature de jeunesse, elle essaie de tout lire et qu'il y ait une interprétation la plus faible qui soit. C'est pour ça qu'en général, les écrivains sont plutôt dubitatifs vis-à-vis de la littérature de jeunesse. C'est pour ça qu'un grand nombre d'écrivains pensent que la littérature de jeunesse, ce n'est pas de la littérature. Parce qu'au lieu de laisser justement une place à l'invention du lecteur, ils limitent maximum. Et on vous dit ce que fait le personnage, puis après on vous dit pourquoi il l'a fait, puis on vous dit quelles conséquences ça a. Comme ça, vous n'avez rien à inventer. Des textes destinés aux enfants, qui sont destinés aux enfants de 8 ans, aux enfants de 11 ans, aux enfants de 7 ans, et donc on adapte l'écriture à leur âge. Donc il y a moins d'invention de leur part parce qu'ils ne sont pas en aptitude d'inventer. La littérature de jeunesse, c'est des textes didactiques qui servent à apprendre et qui, par conséquent, sont moins lacunaires, sont plus précis que d'autres textes que l'on peut faire.
Et puis enfin, sauf les textes répressifs. Les textes répressifs, c'est ceux qui veulent interdire la part du lecteur. Ceux qui veulent interdire la part du lecteur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme texte répressif? Eh bien, tout ce qui est informatif. Vous voyez, si je prends par exemple cette affiche qu'on a ici, qui va me dire consigne à respecter, garder son calme, fermer les fenêtres, attaquer le feu sans prendre de risque, avertir immédiatement. S'il y a des parties un petit peu à interpréter, est-ce que je dois sauter par la fenêtre ou pas? Et si je dois comprendre qu'il faut que je saute par la fenêtre en cas d'incendie, on est quand même au 2e étage, on me demande si je ne ferais pas mieux de me laisser griller par l'incendie, quoi. Donc, les textes qui sont informatifs, en général, les notes de service, ils sont répressifs, c'est-à-dire qu'ils sont écrits pour qu'il n'y ait aucune interprétation possible. Les textes de loi, par exemple. Si, quand vous lisez la loi, vous comprenez que vous pouvez soit tuer quelqu'un, soit pas le tuer, c'est vous qui décidez, ben, la loi, elle a loupé son objectif. Donc, les textes informatifs, les textes législatifs, mais aussi parfois les textes littéraires. On a un exemple, on donne en général un exemple d'un texte qui est très répressif au point de vue de son orthographe, alors que vous essayez de réfléchir pourquoi, c'est le Coran. Le Coran, donc texte produit par Mahomet autour de 622, il est dit très répressif au point de vue de son orthographe. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? C'est lié à l'écriture de l'arabe, de la langue arabe. Par rapport à notre langue à nous, notre écriture, l'arabe a une particularité. C'est lié aux voyelles. Toujours pas? Bon, ben, en arabe, les voyelles ne s'écrivent pas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de voyelles, mais il y a un type de voyelle qui ne s'écrit pas. Ce qui fait qu'on écrit que les consonnes. Et si je vous dis, par exemple, quel est ce mot? Si j'ai supprimé toutes les voyelles en français, ben, il n'y en a pas beaucoup qui vont trouver oiseau, quoi, juste avec le S. Donc, en arabe, l'écriture de la langue arabe, elle est tout de même assez ouverte à l'interprétation du lecteur, à l'écrit, parce que justement, comme il n'y a que les consonnes, parfois on peut se demander quel est le mot qui est écrit, il y a une certaine latitude. Mais il y a un seul texte qui est écrit avec toutes les voyelles, de sorte qu'il n'y a pas d'interprétation qui puisse être contradictoire tellement, c'est le Coran. Donc le Coran, il a une particularité orthographique dans le monde arabe, c'est un texte écrit en arabe avec toutes les voyelles de l'arabe. Ce qu'on n'écrirait pas dans un autre texte, puisqu'on n'écrit pas les voyelles. Donc il est, vous voyez, répressif, c'est-à-dire qu'il essaie de limiter les interprétations possibles. Si en termes d'un verset, vous comprenez que Dieu n'existe pas, ben, c'est sans doute pas ça qui était écrit dans l'ensemble. Donc il faut limiter l'interprétation au maximum. Donc, si je reprends mon texte d'Umberto Eco, il nous dit les textes sont par définition pleins de trous, sauf quand on veut écrire quelque chose d'extrêmement réaliste, extrêmement précis, comme par exemple les naturalistes ou les réalistes qui pinaillent sur chaque mot, chaque situation, sauf la littérature de jeunesse qui, pour le coup, essaie de limiter l'interprétation pour avoir un seul sens, et puis sauf les textes informatifs, par exemple, qui ne veulent pas évidemment donner une contre-information par rapport à ce qu'ils souhaitent donner. Gardez l'idée d'un texte de loi, si à la fin de la lecture d'un texte de loi, vous ne savez pas du tout ce que vous devez faire, c'est que le texte a loupé sa cible. Donc on a une idée, l'auteur laisse volontairement des trous dans son texte parce que le texte est par définition lacunaire. Sauf. Et puis, ensuite, deuxième raison, en premier lieu, le lecteur, non pardon, le texte est plein d'espace pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un phénomène lacunaire, paresseux. Et puis ensuite,
Parce qu'au fur et à mesure qu'il passe de la fonction didactique à la fonction esthétique, un texte veut laisser au lecteur l'initiative d'interprétation, même si en général il désire être interprété avec une marge suffisante d'univocité. Un texte veut que quelqu'un l'aide à fonctionner. Bien sûr, l'auteur, il veut être compris. L'auteur, il fait un texte contre le colonialisme, il ne veut pas qu'on comprenne qu'il est pour le colonialisme. Il fait un texte contre la peine de mort, il ne veut pas qu'on comprenne qu'il est pour la peine de mort. Donc l'auteur, il essaie quand même d'avoir un sens quand même assez précis. Mais par définition, un texte esthétique, ce n'est pas un texte didactique, un texte esthétique, il doit laisser tout un ensemble de champs de compréhension à son lecteur. Donc si je reprends, le texte est par définition lacunaire, et puis seconde information, le texte est par définition esthétique, donc il laisse le lecteur l'investir. C'est plus agréable de lire un texte littéraire que le Code civil ou que le Code de la navigation, n'importe quel autre texte de loi. Il y a une pièce de théâtre de Jules Romain qui s'appelle Docteur Knock. Quelqu'un connaît Docteur Knock? C'est un médecin qui arrive dans une ville et il a une conception toute particulière de la médecine. Il pense que tout le monde est en fait un malade qui s'ignore. Donc il découvre des maladies chez tout le monde et il met tout le monde au lit. Et son prédécesseur, qui avait un peu de sens de l'humour, devant une patiente qui était insomniaque, lui conseille comme remède de lire chaque soir 3 pages du Code civil, donc, texte de loi qui régit la nationalité, le mariage, etc. en France. Le Code civil, c'est pour s'endormir. Donc, c'est plus agréable de lire des textes esthétiques que des textes, évidemment, d'un autre type. Conclusion. Nous n'essayons pas ici de définir une typologie des textes, gradation des textes en fonction de leur paresse ou de la liberté offerte au lecteur. Son objectif, c'est pas de dire de tel texte à tel texte, voilà une gradation de tous ceux qui sont plus ou moins faciles à lire, demandent tous plus ou moins d'interprétation du lecteur. Il a appelé ailleurs ouverture, comme je le disais tout à l'heure, en 1965, le Brouwer. On en reparlera plus avant. Pour le moment, disons ceci, et donc c'est la conclusion d'ensemble du texte. Un texte postule son destinataire comme condition sine qua non de sa propre capacité communicative. Vous voyez qu'on reprend là l'idée de communication, mais aussi de sa propre potentialité de sens. On reprend l'idée que c'est une suite de sens. En d'autres mots, un texte est émis par quelqu'un, pour quelqu'un, capable d'actualiser, même si on n'espère pas ou ne veut pas que ce quelqu'un existe concrètement ou empiriquement. On n'écrit pas pour son voisin, on n'écrit pas pour sa femme, on n'écrit pas pour X ou Y, on écrit pour un lecteur, catégorie vaste, un lecteur, mais on a absolument besoin de ce lecteur pour comprendre le texte. Donc, conclusion, eh bien, le texte est un acte de communication qui a besoin absolument d'un lecteur. Je peux le remettre ici, mais c'est la même chose que ce qui était dit avant. Un texte a besoin de l'interprétation de son lecteur, même si on n'imagine pas un lecteur particulier. On n'écrit pas, théoriquement, on n'écrit pas pour un lecteur de 20 à 22 ans, habitant en ville et en province. On écrit pour le lecteur. Alors si par hasard, le jeune homme de 20 à 22 ans habitant en province est intéressé par le texte, c'est bien. Mais théoriquement, on ne cible pas un lecteur particulier. Donc ici, vous avez
tout un ensemble d'informations et l'affichage. Voilà. On a tout un ensemble d'informations. Ces informations, c'est ce qu'on a tiré du texte. Maintenant, il faut construire une dissertation, c'est-à-dire construire des parties et des paragraphes qui nous permettent de rendre compte de ces informations-là, tout en même temps que de les enrichir. Alors, je vous fais une proposition de plan en grande partie. On va garder une partie sur la notion de communication. On va faire une partie 1. La question, je vous rappelle ce que c'est comment se fait la compréhension. Eh bien, on va dire, le texte est un acte de communication entre l'auteur et le lecteur. Pour qu'il y ait communication, pour qu'il y ait compréhension, il faut qu'il y ait communication. Je reformule d'une autre façon. Je vais agrandir un petit peu. Le texte est un acte de communication. Il faut qu'il y ait compréhension. Communication s'établisse entre le texte et le lecteur. C'est l'une ou l'autre de phrase. Ça, c'est la phrase qui commence la partie. C'est l'une ou c'est l'autre. Mais rappelez-vous que la première phrase d'une dissertation, elle répond à la question. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a compréhension? Eh bien, ce qui fait qu'il y a compréhension, c'est que le texte est un acte de communication entre auteur et lecteur. Et pas entre auteur et lecteur, mais c'est entre texte et lecteur, pour l'instant. Ou alors, autre formulation, il faut, pour qu'il y ait compréhension, une communication s'établisse entre le texte et le lecteur. On va faire 2 paragraphes là-dedans. Un paragraphe 1, le texte est un message émis par un produit, par un émetteur ou un destinataire. Et puis un paragraphe 2, le texte est une chaîne d'artifices expressifs à actualiser, à être compris. C'est le premier paragraphe. Le premier paragraphe, c'est un acte de communication. Deuxième paragraphe, et toujours dans le premier paragraphe, c'est une chaîne d'artifices pour être compris. Donc, dans une dissertation, vous rappelez que vous dites d'abord ce que dit l'auteur. Donc, l'auteur dit message émetteur destinataire, et puis l'auteur dit c'est une chaîne d'artifices expressifs. Et à partir de là, il faut enrichir. C'est donc il faut enrichir. Il faut rajouter de la valeur ajoutée. Alors, la valeur ajoutée qu'on peut amener ici, elle est absolument attendue. En général, dans une dissertation, l'ajout, il est très libre. Vous voyez, par exemple, si vous avez l'auteur qui dit « je pense, donc je suis », quel enrichissement on attend? On attend que vous constatiez que, en fait, c'est une phrase de Descartes. C'est une phrase de Descartes.
et puis Descartes, c'est un philosophe du XVIIe siècle, et puis qu'il a émis cette idée, donc je pense donc je suis, je pense donc je suis. Si vous avez une phrase qui est l'homme est un animal politique, Hobbes dit ça, l'enrichissement, c'est qu'il faut savoir que ça, c'est une phrase d'Aristote. Ici, émetteur, destinataire, message, qui est-ce qui a amené ça dans la connaissance globale et commune? Eh bien, c'est des facteurs, ces fonctions de la communication de Jacobson. Donc, si vous loupez ça, ben, le lecteur, lui, qui est persuadé que tout le monde sait ça, eh bien, il sera surpris par le fait que vous ne sachiez pas ça. Il y a 6 facteurs. Alors, on peut peut-être passer fonction parce que ça nous emmènerait très loin, ça ferait un énorme paragraphe. Mais en tout cas, il y a 6 facteurs qui sont émetteurs, récepteurs, destinataires. Et puis, il y en a 3 autres qui ne sont pas mentionnés ici, qui sont code, canal, référence. Et quand Umberto Eco dit qu'il faut qu'il y ait interprétation, eh bien, il passe en fait code, c'est-à-dire la liste des mots, il parle du code et du référent. Le code doit être analysé, compris, la relation entre le code et le référent. Quant à ici, ben, qu'est-ce qu'on attend avec chaîne d'artifice expressif? Ben, on attend l'idée que ce sont des morphèmes, c'est-à-dire des unités distinctives sémantiques arbitraires. Et ça, eh bien, c'est Ferdinand de Saussure. Il faut être capable de me faire un paragraphe là-dessus. Umberto Eco dit, et ça renvoie à. Umberto Eco dit, et ça renvoie à. Il faut ça, oui, dites-moi. Oui, aussi, mais quand il y a des informations très linguistiques ou très scientifiques, eh bien, il faut que vous puissiez vous appuyer sur les informations là où elles sont et telles qu'elles sont. Si par exemple vous avez une référence, c'est un extrait de Germinal par exemple de Zola, puis que vous avez toute une analyse sur l'utilisation du charbon dans l'industrie, ben, ce qu'on attend de vous, c'est que vous sachiez contextualiser qu'est-ce que c'est que l'industrie au XIXe siècle, quand est-ce que commence l'industrialisation au XIXe siècle, à quoi ça sert le charbon dans l'industrie au XIXe siècle. Charbon d'industrie du XIXe siècle, ça sert à faire marcher les machines à vapeur. Et on a besoin de charbon parce qu'on a découvert, depuis la fin du XVIIIe siècle, le fonctionnement de la vapeur. C'est les premières locomotives, mais c'est toutes les machines qui fabriquent du mouvement, des métiers à tisser, des scies, ce que vous voulez, des marteaux, mais qui fonctionnent avec un système de vapeur. Et donc, l'information, l'enrichissement, il est littéraire quand on a besoin d'informations littéraires, mais quand on a des textes techniques, ça peut être de l'enrichissement linguistique, historique, géographique, ça peut être de l'enrichissement médical éventuellement, mais ça ne peut pas être que ça. Il y a des parties où il faudra trouver des enrichissements qui, eux, sont purement littéraires. En tout cas, on a de la linguistique dans le début, ben, on enchaîne sur la linguistique. Donc, partie 1, le texte est un acte de communication entre le texte et le lecteur. Partie 2, le texte demande une action du lecteur, action du lecteur. Quelle était cette action, on va même dire d'interprétation lecteur, parce qu'on parle de compréhension.
Attention. Paragraphe 1. Le lecteur construit le cadre et les personnages. Paragraphe 2. Le lecteur comprend les mots et les enrichit. Donc, voilà ce que dit Umberto Eco. Et puis là, il va falloir trouver des exemples qui sont des exemples littéraires. Il va falloir donner des exemples de textes dans lesquels on visualise l'espace, on visualise des personnages et des exemples, comme lui, il en a un, dans le texte qu'il invente. Jeanne et Marie sont dans une pièce. Ben, ça, c'est ce qu'on développera quand il parle lui. Mais il faudra trouver des exemples à vous, littéraires. Alors, si je reprends par rapport au texte tel que je l'ai analysé, ça, je m'en suis donc servi. Ça, je m'en suis servi aussi. Ça, je suis en train de m'en servir pour construire l'espace. Ça, je suis aussi en train de m'en servir. On puise dans sa mémoire pour interpréter les mots. Ça, ce sera les deux premiers, c'est la partie 1. Les trois qui suivent, donc plus tout ça, c'est la partie 2. Le lecteur construit le cadre des personnages. Le lecteur comprend les mots et les enrichit. Le lecteur donne du sens induit, il comble les vides. Bon, c'est ce que je vais donc développer dans la troisième partie. Partie 3. La compréhension se fait à partir de vides laissés par l'auteur. Et on était sur une partie avant qui était centrée sur le lecteur, on finit par une partie qui est centrée sur l'auteur. Avec un paragraphe 1, on peut dire par exemple que l'auteur laisse volontairement des trous. Paragraphe 2. L'auteur peut être compris de manière libre, mais tout de même univoque, il faut quand même qu'on comprenne ce qu'il dit. Bon, puis avec ça, vous avez à peu près balayé tout le texte. Balayé tout le texte. Mais il faut trouver les enrichissements. Et là, voilà, je vous laisse faire. Je vous laisse faire. Je vous laisse essayer de fabriquer ces deux parties, enfin ces trois parties, mais de me trouver de l'enrichissement qui permettent de combler cela. La difficulté de ce sujet-là, c'est qu'on peut difficilement s'appuyer sur des exemples cinématographiques. Pourquoi? Parce que le cinéma, justement, ne laisse pas de place, ou très peu de place, à l'interprétation du lecteur, du spectateur. Parce que quand vous voyez le personnage, ben, c'est l'acteur X ou Y, c'est Gérard Depardieu, donc il n'y a pas beaucoup d'imagination sur à quoi ressemble le personnage, pardon, c'est Depardieu, quoi. Quand le cinéma vous montre un lieu, il n'y a pas beaucoup d'imagination pour savoir ce que c'est. Ben, c'est une cuisine. Voilà. Puis qu'est-ce qu'il y a dans cette cuisine? Eh bien, je vois trois assiettes et trois, etc. Dites-moi.
Alors on peut le dire, mais il faut avoir un exemple précis. Si on pourrait faire une opposition dans un de ces exemples-là entre cinéma et... ou alors on peut faire un paragraphe peut-être plus par ici, je dirais. Ou alors ici. Ouais, Moi, je dis, le fait que le lecteur construit le cadre et les personnages. oui, c'est ça, c'est dans l'un ou l'autre. Alors, on va faire un paragraphe ici. Le lecteur du roman est différent du spectateur. Au rôle de construction. Donc on dirait que chez Umberto Eco, on ne parle que du texte narratif. Hein. On pourrait d'ailleurs repartir de sa phrase où il dit paragraphe 1, progressivement nous restreindrons notre analyse au texte narratif. Umberto Eco parle d'une situation qui est le roman, et singulièrement les textes narratifs, mais si on élargit à d'autres arts, la construction est un petit peu différente. Si vous étiez calé en musique, chose que je ne suis pas spécialement, on pourrait réfléchir aussi sur comment l'auditeur de musique fabrique, à partir des sons qui lui sont proposés, des imaginaires. Vous entendrez plutôt quelque chose qui vous fera penser à la pluie, plutôt quelque chose qui vous fera penser au vent, plutôt quelque chose qui vous fera penser à la tempête. Si vous prenez par exemple la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, il y a toute une phase un petit peu d'exaltation. C'est une symphonie du Nouveau Monde. Alors qu'est-ce que ce serait l'exaltation, la tempête, les explorations, les choses comme ça. Bon, vous voyez, après, il faut puiser sur sa propre culture. L'idée, tout de même, c'est que les arts visuels, peinture, cinéma, sont très différents des arts, danse, sont très différents des arts qui sont des arts conceptuels. La lecture, c'est évidemment visuel, mais ce que l'on voit, ce sont des mots qui sont transférés en espace, en temps et en lieu dans le cerveau, et non pas à l'extérieur de nous-mêmes. Voilà, si vous avez du temps, vous essayez. Je vous invite vraiment à faire des dissertations parce que l'année prochaine, vous aurez d'autres choses à faire. Je vous le dis tout simplement. L'année prochaine, vous aurez des élèves, vous aurez tout un petit monde grouillant autour de vous à qui il faudra proposer des activités. Et donc, ça vous prendra beaucoup de temps. Et ce beaucoup de temps a comme conséquence que les dissertations, c'est plutôt cette année qu'il faut les faire. Donc, en voilà une. Essayez de nous faire ça pour vous entraîner. Alors, nous allons nous intéresser, ceci étant dit, vous avez quelques informations maintenant sur comment se fait l'interprétation, comment se fabrique une interprétation. L'interprétation, il faut maîtriser du vocabulaire. Il faut maîtriser du vocabulaire, ça c'est absolument essentiel pour pouvoir interpréter un texte. Mais que faut-il aussi? Il faut avoir l'aptitude à visualiser, à construire. Il faut donc avoir ce qu'on appellera un imaginaire. Si vous lisez un roman de science-fiction, si la planète qui vous est décrite, si l'univers qui vous est décrit, si le monde qui vous est décrit n'a aucun rapport avec le nôtre, par définition, vous aurez du mal à le visualiser. Dans la littérature fantastique, par exemple, il y a un élément qui revient très souvent dans le vocabulaire, c'est la notion d'indicible ou d'innommable. Quand on n'arrive pas, quand on veut plonger le lecteur dans un terrain totalement inconnu, eh bien, on essaie de le couper de ses références. Et on dit que c'est innommable, on ne peut pas le nommer,
Ça n'a pas de nom pour être nommé, ou c'est indicible, et donc tout de suite on imagine le pire, parce que notre vocabulaire étant suffisamment élevé, agrandi, grand, en théorie on peut à peu près tout nommer. Mais les monstres, les créatures, les situations, elles sont au-delà du langage. Et donc nous sommes dans un monde où l'imaginaire ne fonctionne plus à partir de ce qu'on connaît, mais fonctionne justement à partir de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est d'autant plus effrayant. Pour vous donner d'ailleurs, pour vous donner un exemple tout simple de ce travail qui est un travail de construction, on va prendre la différence, faire la différence entre une phrase où il n'y a pas d'implicite et une phrase où il y a d'implicite. Si je vous dis « ma voiture est orange », vous l'avez souvent vu garer devant la porte, « ma voiture est orange ». Question, de quelle couleur est ma voiture? Pas orange. Voilà. Si je vous dis « ma voiture n'est ni verte ni noire », de quelle couleur est ma voiture? Voilà. Là, vous avez des tas de solutions. Et ça m'étonnerait bien que vous tombiez sur orange. Mais vous allez devoir faire un travail de construction. Le personnage, on va dire, le personnage n'a pas un regard habituel. Enfin, il n'a pas un regard habituel. Donc vous allez chercher, puis qu'est-ce que c'est un regard non habituel? Donc c'est là que vous allez fabriquer vraiment votre personnage à vous. Et dans la littérature fantastique, justement, ce qu'on constate, c'est que très très souvent, les personnages ou les créatures sont décrites par ce qu'elles ne sont pas. Parce que si je vous dis le monstre a des oreilles de lapin et un nez de cochon, toujours rapidement ridicule, créature du fantastique. Oreilles de lapin, nez de cochon. Par contre, si je vous dis son nez était animal, ses oreilles n'étaient pas humaines, alors là, ça peut tomber effectivement sur lapin et cochon, mais en tout cas, vous allez construire qu'est-ce que c'est que des oreilles non humaines. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un nez animal? Il y a tellement d'animaux différents. Lequel c'est? Vous allez chacun va fabriquer son propre objet. Décrire les objets, c'est aussi parfois décrire ce qu'ils ne sont pas, pour que le travail du lecteur fonctionne à plein. Donc, il faut, pour que les élèves comprennent un texte, il faut qu'ils aient le vocabulaire, et tant qu'ils n'ont pas le vocabulaire, l'accès au sens sera impossible. D'où, dans la littérature de jeunesse, un vocabulaire très amoindri, avec quelques mots nouveaux à chaque fois dans le texte pour augmenter progressivement ce vocabulaire. Il faut avoir la capacité à puiser dans son imaginaire pour construire. Quand vos élèves n'auront jamais vu ce qu'est un ogre, eh bien, tant qu'ils n'ont pas vu ce que c'est qu'un ogre, la dimension affreuse de l'ogre, dans Jacques et le haricot magique ou dans le chaboté, ça ne leur dira rien. Il faut construire cet imaginaire de ce qu'est une sorcière, ce qu'est un ogre, ce qu'est une forêt, ce qu'est une ville, ce qu'est, etc. Et puis enfin, il faut savoir analyser l'implicite. L'implicite. Qu'est-ce que c'est que l'implicite? Vous l'avez compris, c'est ce qu'on déduit. C'est ce que Umberto appelle ici l'inférence. C'est ce qu'on déduit, c'est-à-dire il est revenu. Il est revenu. Enfin, tout adulte normalement constitué comprend qu'il était parti. Mais un enfant, pas forcément. Pas forcément. Vous avez deux personnes dans la même pièce, ils ont la même alliance. Vous allez déduire qu'ils sont mariés. Parce qu'ils ont la même alliance, donc ils vont acheter en même temps, et puis ils forment un binôme qu'on appelle un couple. Voilà, vous allez déduire quelque chose. Mais un enfant, il n'est pas dit qu'ils déduisent ça. Ils ont la même alliance, ils ont une même alliance, ils s'apprêtent. Qu'est-ce que c'est l'idée? Oui. Qu'est-ce qu'on déduit de la chose? Donc, pour pouvoir comprendre un texte, il faut que le texte limite au maximum l'implicite, ou alors que vous soyez en capacité d'expliquer l'implicite. Il faut déterminer le vocabulaire inconnu et il faut avoir cette capacité à se plonger dans l'imaginaire du texte. Conséquence de quoi, quand on étudie un album, eh bien, il y a des enjeux. Et il y a des enjeux liés à l'album en question. Quels sont ces enjeux? Eh bien, l'enjeu,
Qu'est-ce que j'appelle l'enjeu? Je vais être encore un peu plus précis, parce que moi aussi, je suis très souvent implicite, comme en général, tout adulte est en général implicite. Quand vous lisez un texte que vous voulez étudier avec votre élève, avec vos élèves, quand vous lisez un album, comme celui que je vous ai passé la dernière fois, que vous voulez étudier avec un élève, eh bien, vous devez faire d'abord une lecture bilan. Une lecture bilan qui essaiera de mettre en évidence les enjeux de ce texte-là. Qu'est-ce que je dois, à quoi je dois veiller? Qu'est-ce qui doit centrer mon attention pour pouvoir étudier ce texte avec mes élèves? Quel est l'enjeu de ce texte? Eh bien, ça peut être, par exemple, l'apprentissage du vocabulaire. Je fais un texte et dans cette partie du texte, je sais que cette partie du texte va me permettre d'acquérir, comme dans un imagier, par exemple, tout un ensemble de relations des mots entre eux. Les imagiers, on fera un cours spécifique sur les imagiers l'année prochaine. C'est un livre d'images, comme son nom l'indique, et ces images, elles sont généralement thématiques. Et vous allez avoir le lion, mais le lion, il va être associé avec un clown, qui va être associé avec un chapiteau, qui va être associé avec un trapéziste, qui va être associé avec, etc. Et puis ça fabriquera un imaginaire, c'est l'imaginaire du cirque. Mais le lion, il pourrait très très bien être associé avec la girafe, qui serait associé avec le rhinocéros, qui serait associé avec, etc. Et puis ce sera l'imagier de la savane. Donc, enjeu du texte, ce texte, je vais pouvoir, cet album, je vais pouvoir m'intéresser à la fabrication d'un vocabulaire. La fabrication d'un imaginaire. L'imaginaire des pompiers, c'est le casque, c'est la veste, c'est la couleur, c'est la grande échelle, c'est le feu, c'est l'eau, c'est voilà, un imaginaire. Et les imaginaires, ils ne sont pas naturels. Ils ne sont pas naturels, ils sont construits. Mais je vais dire un mot là-dessus dans un instant. Quel peut être l'enjeu du texte? Eh bien, sa fabrication de réseau. Fabrication de réseau. Qu'est-ce que c'est que la fabrication de réseau? C'est de se dire que pour comprendre tel élément du texte, je peux m'appuyer sur tel autre texte que j'ai vu avant. Ou tel élément du texte, je vais pouvoir m'en servir par la suite quand j'étudierai tel autre texte. Rappelez-vous que notre objectif de l'école, c'est aussi de fabriquer une culture commune. Culture commune. Hélas, ou tant mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, je dirais plutôt hélas, le développement des moyens de communication fait que la culture commune se délite. C'est très simple à comprendre. Quand j'étais petit, moi, il y avait 3 chaînes de télévision. On chauffait au bois, j'allais au puits chercher de l'eau, c'était affreux. Non, bref, plaisanterie. Mais il y avait 3 chaînes de télévision, ce qui fait que quand vous arriviez le lendemain de tel ou tel jour, ben, vous étiez en gros à la moitié de la classe qui avait vu exactement la même chose que tous les autres à la télévision. Donc, il se construit là une culture commune, qu'elle soit bien ou qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit idiote ou qu'elle soit sophistiquée, qu'elle soit aristocratique ou qu'elle soit très intellectuelle ou au contraire pas du tout. En tout cas, tout le monde voit la même chose au même moment. Ça forme une culture commune. Quand tous les garçons allaient au service militaire, ça formait une culture commune sur ce champ-là. À partir des années 1900, il se forme en France une culture commune scolaire. Parce que depuis 1881, l'école est obligatoire. Tous les écrivains qui écrivent dans les années 1900, ils ont 20 ans. C'est tous des écrivains qui sont passés par ce moule particulier qui était l'école républicaine, gratuite et obligatoire. Et donc, ils ont une culture commune. Ils peuvent partager avec tous leurs lecteurs. Donc l'école, elle a pour but de fabriquer une culture commune avec la multiplication des chaînes de télévision, multiplication des supports, multiplication aussi des textes de la littérature de jeunesse. La culture commune tend à s'étioler dans des cultures individuelles ou des cultures localisées.
Et c'est plutôt problématique quand on a un État centralisé que d'avoir des cultures qui se délitent, qui se restreignent à des ensembles variés. En tout cas, comment ce texte-là, je peux le faire résonner avec d'autres textes? Ça, c'est une dimension très importante. Quel est le sens que je veux transmettre à partir de ce texte? Je veux que mes élèves, ils sortent avec quelle idée? Ça peut être une idée toute simple que le loup est méchant. Ça peut être une idée toute simple qu'il faut s'entraider. Ça peut être une idée, vous voyez, qui tend vers l'éducation morale et civique, ou qui tend vers la littérature, ou qui tend vers des représentations du monde. Les filles et les garçons, c'est la même chose, sont égaux. Hein, égalité, les garçons. Quel est le sens que je veux faire sortir de ce texte? Toujours dans le même esprit, une observation de la structure spécifique de ce texte. Est-ce que je veux leur apprendre ce qu'est un texte de théâtre? Est-ce que je veux leur apprendre ce qu'est un conte? Est-ce que je veux leur apprendre ce qu'est une poésie? Est-ce qu'il y a des éléments en termes de structure, de genre? Mais aussi purement en termes de structure. Je vais vous donner un exemple de cela que nous développerons l'année prochaine. Il y a des textes qui sont à tonalité policière. Donc vous avez un début avec un mystère, vous avez une suite avec des informations, puis vous avez une fin avec une résolution. Si vous faites lire le texte en totalité à vos élèves, d'un seul bloc, ben, ils ont le problème, les solutions, les indices, on va dire, et puis la solution. Ben, après, vous ne pouvez plus travailler sur l'effet de surprise. Oui, vous ne pouvez plus dire, bon, alors, à partir du début, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? À votre avis, c'est qui? Ben, vous dites, ben, c'est écrit à la fin, c'est le lapin qui a mangé les carottes. Ah oui, vous êtes coincé. Le texte, il a peut-être une structure qui implique un mode d'étude particulier du texte. Un texte policier, ça ne s'étudie pas comme un texte poétique. Dans un texte policier, il y a du suspense. Donc, dans le déroulement de votre séance, il faut que vous mainteniez le suspense. On lit d'abord le début, le problème. Toutes les carottes ont disparu du jardin. Comment ça se fait? À votre avis, c'est qui? Alors, dans un cas comme ça, carottes et jardin, tout le monde va tomber vite sur un lapin. Hein. Mais on peut avoir des énigmes un peu plus sophistiquées. Bon, ben, et puis seulement à la fin, on lit le texte. Il y a des textes qui ont des albums qui ont des structures particulières qui impliquent donc des modes d'analyse particuliers. Et ça, il faut l'identifier quand on le lit. Ça fait partie des enjeux. Et puis enfin, il y a cette notion d'implicite que l'on formule en général par son inverse, qui est l'explicite. Il faut toujours avoir un enseignement explicite, c'est-à-dire un enseignement qui dit les choses précisément, un enseignement qui met les mots sur les objets, un enseignement qui se termine par le fait qu'on a eu de l'information et qu'on n'a pas eu simplement des hésitations. Donc il faut transformer l'implicite, ce qui est à déduire, en information explicite. Il faut expliciter toujours le contenu. Les cours que vous aurez avec les PEMF, que vous avez peut-être déjà eu, mais que vous aurez surtout l'année prochaine, elles vous montreront justement comment on chasse dans les cours de vocabulaire, dans les cours de grammaire, dans les cours de mathématiques, dans tous les cours, comment on chasse l'implicite, on le chasse, on le cherche, et comment on l'expulse, comment on l'analyse, comment on lui donne justement du sens pour être compréhensible. Chasser l'explicite. Lire un texte, c'est donc se poser, vous voyez, des questions. Des questions. Et toutes ces questions-là nous aideront à construire des séances et à construire des séquences. Je fais un petit arrêt pour vous. Donc, jeunes gens titulaires d'un master, donc d'un très haut niveau de diplôme, sur l'imaginaire. L'imaginaire, c'est une fonction cérébrale. C'est dans la tête, l'imaginaire. Et cet imaginaire, il est construit. Il est construit par notre environnement. Mais
on pourrait finalement le distinguer en deux grandes zones. Il y a un imaginaire qu'on pourrait appeler anthropologique. Et puis, il y a un imaginaire qu'on pourrait plutôt dire civilisationnel. Un anthropologique et un autre civilisationnel. Qu'est-ce que ce serait l'imaginaire anthropologique? Anthropos, en grec, c'est l'homme. Vous et moi, nous participons à la même civilisation, la même société, même si je suis largement plus âgé que vous, il n'empêche que nous mangeons à peu près la même chose. Nous nous habillons à peu près pareil, nous nous déplaçons de la même façon, nous regardons les mêmes affaires, de la télévision, cinéma, ailleurs. Nous vivons dans une civilisation très précise qui est la nôtre. Et donc notre imaginaire, il est fait d'informations qui sont finalement relativement semblables. Nous avons un imaginaire qui est lié à notre époque, à notre lieu de vie, à notre mode de vie et à ce à quoi nous avons accès. Si je vous dis qu'est-ce qu'une sorcière, vous allez me sortir des informations qui sont relativement semblables les uns et les autres parce que ça s'est construit dans notre civilisation. Si vous demandez à un Chinois ce qu'est un Wuzhen, pour vous, ça ne vous dira rien du tout. C'est des sortes de sorciers. Ce serait ce qu'on appellerait nous des magiciens. Mais c'est quelque chose de très particulier dans l'imaginaire chinois. Voilà, la civilisation, elle vous construit votre imaginaire. Donc nous, notre objectif en étudiant les albums, c'est évidemment de construire l'imaginaire d'un enfant du XXIe siècle d'Occident, mais qui soit aussi ouvert sur les autres civilisations, les civilisations très nombreuses d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc. Mais il n'empêche qu'en tant qu'humains, nous avons aussi des constantes de l'imaginaire, des constantes de l'imaginaire qui sont non pas liées à notre époque ou à notre monde, mais qui sont liées à notre civilisation. Qu'est-ce que c'est que ces constantes de l'imaginaire? Eh bien, ce sont les éléments que l'homme, depuis 300 000 ans, a vus, a médité, a utilisé pour fabriquer ses œuvres d'art, ses cultures même et ses pensées. Il y a chez tout être humain, dans toute civilisation, des constantes qui sont liées à l'anthropologie. Alors, est-ce que vous pourriez m'en citer de ces constantes anthropologiques? Oui. En fait, on s'imagine des choses par rapport à ce qu'on a appris à l'école sur le Moyen-Âge. Alors non, parce que 300 000 ans, on sait lire que depuis 5 000 ans, l'invention de l'écriture, c'est 3007 avant Jésus-Christ. Donc forcément, ce n'est pas anthropologique la lecture, ni l'imagination liée au Moyen-Âge. C'est au contraire très, très civilisationnel. Quelque chose qui serait présent dans toutes les civilisations, qui serait présent dans toutes les cultures, qui serait présent dans toutes les œuvres d'art. Oui, mais la religion, c'est une grande question, la religion. Est-ce que l'homme a toujours eu besoin de religion ou d'explications métaphysiques au-delà? La question est ouverte, effectivement, c'est une dimension sur laquelle on peut réfléchir. Est-ce que les premières manifestations que l'on ait des hommes, qui par exemple enterrent les morts, est-ce que ça a une dimension, ils les enterrent au lieu de les manger, est-ce que ça a une dimension justement religieuse, et est-ce que c'est une constante? La question est ouverte. Mais il y a des choses beaucoup plus simples. Le soleil. Tout humain depuis 300 000 ans est confronté au soleil. Donc partout, dans toutes les cultures, toutes les civilisations, nous avons construit des représentations du soleil. Le soleil, la lune, l'eau. Sans eau, on meurt. Donc toutes les civilisations ont accès à l'eau. Toutes les civilisations ont bu de l'eau. Les poissons, pas forcément la mer, hein, la mer, MER. Et non, parce qu'il y a beaucoup de civilisations qui sont construites en pleine montagne
où jamais personne n'a vu la mer. Mais l'eau et les poissons, c'est une créature anthropologique, de l'imaginaire anthropologique, pardon. C'est pas une créature anthropologique, c'est pas une créature humaine, mais c'est une créature de l'imaginaire anthropologique. Toutes les civilisations ont un jour ou un autre mangé des poissons, vu des poissons, réfléchi sur les poissons. La nature, les éléments de la nature, oui, dites-moi, les arbres, les feuilles, la terre, les vestiges, ben, ça pourrait, mais disons, les traces du passé, on pourrait dire. Sans doute, toutes les civilisations, même les hommes des cavernes, même les grottes de Lascaux ou la grotte Chauvet, ils avaient une conception évolutive, sans doute, du temps. Ben, puisque c'est dans la nature humaine que d'avoir un cerveau qui fonctionne avec un langage structuré sur le temps. Donc, les vestiges, ça pourrait effectivement fonctionner. La mort, la naissance, la sexualité, c'est des éléments qui sont anthropologiques. Sans vous choquer particulièrement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, des hommes de caverne se sont rencontrés, hommes et femmes, pour procréer. Sinon, il n'y aurait plus d'hommes s'ils ne l'avaient pas fait. Donc la sexualité, elle est anthropologique. Toutes les créatures vivantes aujourd'hui sont nées de cette façon-là à un moment ou à un autre. Donc l'imaginaire, il a des structures anthropologiques. Celui qui a fait le livre le plus complet sur la question, le premier d'ailleurs, c'est un auteur qui s'appelle Gilbert Durand. Gilbert Durand, 1965, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Structure anthropologique de l'imaginaire. C'est la base de travail sur tout ce qui relève du conte en particulier. Quand on prend un conte, on se demande qu'est-ce qui est anthropologique là-dedans. Eh bien, par exemple, la prédation. La prédation, c'est anthropologique. Le loup va manger la grand-mère. Mais c'est aussi le déroulement du temps. Mais c'est aussi les lieux. Il y a des lieux qui sont plus ou moins anthropologiques tout de même. C'est les âges de la vie. C'est les enfants. Les enfants sont anthropologiques, puisqu'on l'a tous été à un moment ou à un autre. Bien, alors, notre cours arrive à sa fin. Qu'est-ce que nous allons faire lors de notre prochain cours? C'est d'étudier l'album que je vous ai distribué lors d'un cours précédent. Il y avait le cauchemar et le placard, et puis ensuite il y avait le texte d'un album dont je vous avais distribué les images. Et on va, sur cet album, essayer de se demander quels sont ses enjeux, et on va construire une séance, des séances organisées en séquence à partir de lui. Dites-moi. L'imaginaire civilisationnel, c'est l'imaginaire que chaque culture fabrique, que chaque civilisation fabrique, et qui est donc différent d'une civilisation à une autre. Si on prend ne serait-ce que la civilisation française du XVIIe siècle, elle a un imaginaire qui fait que le roi est issu de Dieu, est le représentant de Dieu sur Terre. Donc toute la société est organisée avec cette idée qu'il y a un être supérieur quelque part, qui est visible, qui est éventuellement touchable, qui est en tout cas bien réel et qui a un pouvoir qui lui vient directement de Dieu. Donc il y a un imaginaire qui est construit sur une organisation sociale particulière. Mais on pourrait creuser encore, c'est une période esclavagiste. Il y a une idée toute simple qui est que les Blancs sont les êtres humains quand les Noirs ne le sont pas. Ça, c'est un imaginaire anthropologique lié à cette période-là. Contrairement à c'est un imaginaire civilisationnel. Contrairement à un imaginaire anthropologique qui est fait des éléments que tous les humains ont perçus depuis l'aube des temps. Et parfois, ils se croisent. Mais quand Louis XIV se déclare roi soleil, eh bien, il fait une jonction entre sa civilisation, le roi c'est moi, et quelque chose de très anthropologique que tout le monde comprend. Le soleil éclaire la terre, le roi éclaire le peuple, éclaire le monde, comme le soleil éclaire la terre. Il fait un croisement entre un élément très anthropologique et un élément très propre à ça. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, pour le prochain cours, vous le ramenez, l'album, que je n'ai pas... Ok.